Bonjour, alors dans la dernière vidéo, nous avons parlé de la cinétique chimique et nous avons fait des calculs assez basiques, assez simples de la vitesse d'une réaction chimique. Dans cette deuxième vidéo, nous allons regarder un peu à les facteurs qui influencent la vitesse des réactions. Donc on va regarder aux collisions chimiques et la relation entre les collisions des molécules et la vitesse d'une réaction chimique pour pouvoir faire un diagramme d'énergie potentielle d'une réaction qui va nous permettre d'analyser la vitesse des réactions. Alors, la théorie des collisions. Une réaction chimique se produit quand des particules entrent en collision. Ça, je pense que nous le savons déjà. Pour que deux molécules réagissent ensemble, il faut que les molécules soient en contact. Si un molécule reste d'un côté puis l'autre reste de l'autre côté et ils ne se touchent jamais, il n'y a aucune possibilité de réaction. Ils doivent être en contact. La collision doit également être efficace. Qu'est-ce que ça veut dire une collision efficace? Bien, une collision qui n'est pas efficace ne va pas peut-être avoir assez d'énergie ou peut-être que les réactions, les molécules ne seront pas bien orientées. Il y a des facteurs, c'est pas n'importe quelle collision qui va produire une réaction. Donc, le premier critère, c'est que les particules doivent être bien orientées. Qu'est-ce que ça veut dire être bien orienté? Ben, imagine que on veut mélanger deux verres d'eau. On a un verre d'eau ici et là on a un autre verre d'eau dans la main qu'on veut verser dans le premier. Ben, si je ne rapproche pas les deux verres et je ne les mets pas bien orientés l'un à l'autre, il se peut que mon eau coule sur la table au lieu de dans le verre. Il faut que la verre soit bien orientée. Il faut que ça soit proche, assez proche pour que l'eau puisse rentrer d'un à l'autre. C'est la même chose avec les molécules. Si l'orientation des molécules n'est pas correcte, ça se peut qu'il n'y aura pas assez d'énergie pour une réaction. Donc, l'exemple dans votre manuel, c'est la réaction entre NO et NO3. Donc, pour vous donner un exemple, si j'ai un NO, j'ai mon N et mon O, et j'ai mon NO3. N, O3, comme ça. OK. Si le NO ici vient et frappe le NO3 là, ça tombe que, à cause de l'orientation des molécules, il n'y a pas un bon collision et il n'y a pas assez d'énergie pour former une réaction. Dans d'autres orientations, les molécules vont pouvoir se coller ensemble de la bonne façon pour permettre une réaction. Ça, c'est vraiment le plus profond qu'on va aller dans l'orientation. À l'université, vous allez en détail étudier l'orientation et les angles des atomes, des molécules, pour prédire si une réaction aura lieu ou non. Mais je ne veux pas rentrer trop là-dedans en deuxième. Le deuxième critère, c'est que l'énergie de la collision doit être plus grande que l'énergie d'activation. L'énergie d'activation, c'est l'énergie minimale qui est requise pour déclencher une réaction. Donc, disons que pour une certaine réaction, il faut 200 joules d'énergie. Si les particules ne se rentrent pas en collision avec 200 joules d'énergie, peut-être avec 150, il n'y aura pas de réaction. Si c'est plus que l'énergie d'activation, il y aura une réaction. Donc, pour mieux explorer ça, nous avons ce qu'on appelle un diagramme d'énergie potentielle.
un diagramme d'énergie potentielle a l'air comme ceci. On a sur l'axe Y l'énergie potentielle et l'axe X, nous avons le fil du temps ou la progression de la réaction. Tu peux penser à ça un peu comme le temps. Ça va comme ça. Donc, ici à gauche, la réaction n'a pas encore eu lieu. Et ici à droite, la réaction est complète. Donc, au début, nous avons nos réactifs qui ont une certaine énergie. Tous les molécules ont une certaine énergie. Il y a deux types là, mais prenons pour commencer la situation où les réactifs ont plus d'énergie que les produits. Les produits, on va les mettre ici. Maintenant, c'est pas aussi simple que les réactifs ont juste besoin de dégager de l'énergie et ils vont aller vers les produits. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Parce que pour que les réactifs changent leur composition pour former des nouvelles molécules, il faut toujours ajouter de l'énergie. Parce qu'il y a des liens, les réactifs possèdent des liens. Pour briser ces liens, il faut ajouter de l'énergie. Il faut briser ces liens pour créer des nouvelles molécules. Donc, nous allons toujours commencer en ajoutant de l'énergie. Et là, on va descendre au produit. Donc, l'énergie ici, la différence entre l'énergie des réactifs et le sommet, ça c'est l'énergie d'activation, EA. Ça c'est la quantité minimale d'énergie requise pour avoir une réaction. Et ce point, ce sommet, on l'appelle l'état de transition. Maintenant, l'énergie ici, la différence entre l'énergie des réactifs et l'énergie des produits, ça c'est delta H. Ça c'est l'énergie qui est libérée par la réaction. Ça c'est le changement d'énergie de la réaction. En fait, on pourrait même dire que ça c'est delta HR. C'est le changement d'énergie de la réaction. Donc ça c'est ton changement d'enthalpie. Donc pour qu'une réaction se produise, il faut premièrement qu'on ajoute assez d'énergie pour dépasser l'énergie d'activation. Et là, nous allons retourner au niveau d'énergie des produits. Et si c'est en bas des réactifs, nous allons avoir une réaction exothermique. Nous pouvons également avoir la situation opposée, où nous commençons en bas et nous montons. Donc nous avons nos réactifs ici, nos produits ici. Ça c'est notre énergie d'activation. Et tout ça, ça c'est notre delta H. Et ça c'est de l'énergie qu'on doit ajouter au système. Donc ça c'est une réaction endothermique. Parce qu'on doit ajouter toute cette énergie-là pour arriver juste au produit. Et là, on doit ajouter de l'énergie supplémentaire pour dépasser l'énergie d'activation. Il y a certaines réactions, jusqu'à présent, toutes les réactions qu'on a vues vont dans un sens unique, vont de gauche à droite. C'est pas toujours le cas. Puis on va voir, on a vu dans l'unité de l'équilibre qu'il y a des réactions qui peuvent aller dans la direction inverse. Donc, en regardant à un diagramme d'énergie potentielle, nous avons l'énergie et nous
nous avons la réaction. Alors, disons que nous avons le cas simple où on a nos réactifs, notre énergie d'activation et nos produits. Alors, ici, ça c'est notre A et ça c'est notre delta H. Ça c'est pour la direction de gauche à droite. Si nous voulons inverser la réaction, donc disons que j'ai mes produits et je veux retourner de mes produits à mes réactifs. Je veux reformer mes réactifs. Et là, il va falloir que j'ajoute toute cette énergie. Dans le sens inverse, l'énergie d'activation pour la réaction inverse, c'est la somme de l'énergie d'activation pour la réaction directe et la variation d'enthalpie. Donc, on peut voir que dans une réaction typique où on va de réactif à produit, gauche à droite, ça prend beaucoup plus d'énergie pour renverser l'équation que pour aller dans le sens direct. Les réactions qui sont réversibles sont les réactions où la différence d'énergie entre les réactifs et les produits est moins grande. C'est à cause de cette différence qui est moins grande qu'on peut renverser la réaction. Et à l'état de transition, un autre mot de vocabulaire que je vais ajouter, ici, nous avons ce qu'on appelle une complexe active. Donc, une complexe active, c'est comme les deux réactifs collés ensemble. C'est vraiment... donc, on a une collision, nos deux réactifs sont collés ensemble, et là, ils vont se réarranger et se séparer pour former les produits. OK, alors sachant qu'on a besoin d'une certaine quantité d'énergie pour réaliser une réaction, quels facteurs vont influencer la vitesse de cette réaction? En fait, c'est quels facteurs vont diminuer l'énergie ou diminuer la quantité d'énergie nécessaire pour pouvoir augmenter la fréquence à laquelle une collision efficace se produit pour créer une réaction. Premièrement, c'est la nature des réactifs. Les ions, en particulier, vont réagir plus rapidement que les molécules. Pourquoi? Ben, parce que les ions n'ont pas de liaison chimique à un autre atome, un autre ion. Ils sont déjà sortis de leur matrice, ils sont déjà libres. Tandis qu'une molécule a des liens chimiques. Par exemple, une molécule d'eau, pour qu'une molécule d'eau réagisse avec quelque chose d'autre, il faut briser ces liaisons chimiques. Puis ça prend de l'énergie. Mais un ion de sodium, par exemple, n'a pas de liaison chimique et donc il y a moins d'énergie qui est requis pour que cet ion de sodium réagisse. Deuxièmement, la concentration. Plus que la concentration est élevée, plus qu'il va y avoir des collisions. Parce qu'une augmentation de concentration implique qu'il y a une plus grande quantité d'atomes et de molécules d'un produit chimique. Donc, le plus qu'il y en a dans un espace concret, le plus de collisions qu'il y aura. Ça c'est la concentration. La température, plus que la température est grande, plus que les particules vont avoir de l'énergie, et donc plus qu'il y aura de collisions. Et plus qu'il y aura de collisions, plus grandes sont les chances qu'il y aura des collisions efficaces pour promouvoir la réaction. La pression, particulièrement pour les gaz, c'est semblable à la température. Plus la pression est élevée, plus le volume va diminuer, plus le nombre de collisions va augmenter. OK, prochain, c'est la surface active. Considérez par exemple que je dépose un bonbon dans un verre d'eau. Le bonbon va prendre du temps pour se dissoudre. Là, je sais que ce n'est pas une réaction, mais c'est le même principe. C'est seulement la surface extérieure qui va être capable de se dissoudre. Tout ce qui est à l'intérieur
va devoir attendre que la surface extérieure se dissout pour pouvoir se dissoudre. Par contre, si je prends un verre d'eau et je rentre un poudre là-dedans, j'ai des milliers et des milliers de petites particules et chaque petite particule dans la poudre peut commencer tout de suite à se dissoudre. Plus la surface est grande, plus, puis pas la surface dans le sens que, ben oui, plus la surface est grande, plus qu'il peut y avoir une réaction, parce que c'est à la surface qu'il y a des réactions et pas à l'intérieur. Puis la dernière chose, c'est un catalyseur. Donc, un catalyseur, c'est une substance qui augmente la vitesse en diminuant l'énergie d'activation. Mais ça ne participe pas à la réaction et ça peut être récupéré à la fin. C'est quelque chose qu'on ajoute et ce que ça fait en fait, ça rend la formation du complexe actif plus simple. Ça prend moins d'énergie pour former le complexe actif et ensuite ça quitte la complexe active puis les molécules se réarrangent. Donc un catalyseur, c'est quelque chose qui ne participe pas à la réaction comme telle, mais qui diminue l'énergie d'activation nécessaire pour réaliser la réaction. Alors, les mécanismes de réaction, c'est une dernière chose que je vais couvrir. Mécanisme, comme dit le mot, c'est la mécanique par laquelle une réaction a lieu. C'est une série d'étapes par laquelle une réaction a lieu. Chaque étape individuelle dans la série s'appelle une étape élémentaire. Puis l'équation chimique équilibrée, ce qu'on connaît comme l'équation chimique, c'est vraiment toutes les étapes élémentaires qui ont lieu dans une réaction. Donc faisons par exemple la réaction entre le monoxyde d'azote et l'hydrogène pour former l'azote et l'eau. Donc ça c'est notre équation chimique équilibrée. Ça c'est l'étape finale. Mais pas l'étape finale, ça c'est l'étape au complet. Ça c'est toutes les étapes élémentaires. Mais la réaction n'a pas lieu en une étape comme ça. En réalité, ce qui se passe, c'est que, premièrement, le monoxyde d'azote va réagir ensemble pour former le dioxyde de diazote. Fait que je pense au nom pour une seconde. Ensuite, le dioxyde de diazote va réagir avec l'hydrogène pour former le monoxyde de diazote et l'eau. Par la suite, le monoxyde de diazote va réagir avec l'hydrogène pour former l'azote et l'eau. C'est vraiment par ces trois étapes élémentaires que la réaction principale a lieu. Maintenant, la vitesse de cette réaction dépend de la vitesse de chaque étape élémentaire. Ce qu'on trouve pour cette série de réactions, c'est que celui-là, le premier, est rapide, la troisième est rapide, et la deuxième est plus lente que les deux autres. C'est l'étape la plus lente qui détermine la vitesse de la réaction. On appelle cette étape l'étape qui est cinétiquement limitante. Cinétiquement limitante. Parce que cette étape-là limite la vitesse de la réaction au complet. En anglais, c'est l'expression the weakest link. Le weakest link gère la performance de tout le groupe. Donc, on peut également représenter ceci par un diagramme d'énergie potentielle. Donc, j'ai mon énergie, j'ai ma réaction. Et là, donc, on va avoir au début nos réactifs. Il y aura une petite énergie d'activation pour arriver à notre première étape élémentaire. Et là, une grande énergie d'activation pour arriver à notre deuxième étape élémentaire.
une autre petite énergie d'activation, et là, on arrive à nos produits. Donc, c'est là où on retrouve la plus grande énergie d'activation, qui est l'étape limitante.